Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler d'attaques réseau les plus courantes. Alors avant de pouvoir parler de cybersécurité sur le réseau, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description, il est offert, donc allez vous servir. Pour pouvoir faire des attaques en cybersécurité sur le réseau ou pour pouvoir s'en protéger, il faut absolument comprendre comment le réseau informatique fonctionne. Et là, je vais être assez dur avec vous, mais je vais vous renvoyer directement au modèle OSI, qui est une des bases de l'informatique quand vous apprenez les aspects réseau. Donc le modèle OSI, c'est 7 couches qui commencent par la physique, la liaison, le réseau, le transport, la session, la présentation et l'application. Je vais vous faire un rappel très synthétique pour les personnes qui n'ont pas les bases. Le physique, c'est ni plus ni moins que les câbles qui vont faire échanger les données. Les liaisons, c'est la partie qui va permettre de faire l'interconnexion entre les adresses MAC. Le réseau, c'est la partie IP. Donc quand on va parler d'attaque réseau, on va parler des 3 premières couches qu'on va pouvoir attaquer. La partie transport, c'est tout ce qui est TCP, UDP. La partie session, c'est la gestion des sessions justement au sein des TCP. Après, on a la partie présentation, comme j'ai expliqué plus tôt, qui permet tout ce qui est SSL, TLS. Et enfin, on a la partie application sur laquelle on va pouvoir interagir avec les différentes données. Donc, on va avoir différentes vulnérabilités sur différentes couches. Quand on parle d'attaque réseau, on va parler vraiment des couches les plus basses. Il faut absolument comprendre les différentes interactions et ce qu'on va retrouver à chaque couche. Sur la couche physique, donc la couche numéro 1, on va avoir les câbles physiques avec la transmission binaire des 1 et des 0, des impulsions électroniques qui vont avoir. Quand on va faire une attaque sur un câble, on va par exemple faire une interception. Et ça a déjà été fait sur les câbles intercontinentaux, sur la fibre par exemple. On va ouvrir le câble, on va le torsader si on parle de paire en RJ45 et on va mettre un petit détrompeur au milieu pour accéder à cette information-là. Donc c'est ce qu'on va appeler vraiment de l'attaque de l'homme du milieu. On va ouvrir le câble pour intercepter physiquement les données dessus ou par exemple vérifier les données électromagnétiques qui vont émaner de ces câbles-là. Ça permet de voir les données qui peuvent transiter. On a après tout ce qui attaque par brouillage. Par exemple, quand vous êtes sur du sans fil, les données, elles partent un petit peu dans tous les sens. Et donc, si on envoie un signal qui est plus fort que le Wi-Fi, par exemple, sur lequel vous êtes connecté, ou le Bluetooth sur lequel vous allez faire transiter vos données, et bien globalement, on va saturer complètement le service et donc vous n'aurez plus la capacité à pouvoir échanger des données. On a ce qu'on appelle également du bruit électromagnétique qu'il est possible de causer via différentes puces électroniques pour générer des interférences ou encore des erreurs de transmission. Ça peut être très intéressant pour casser par exemple de la cryptographie lors des signatures ou ça peut être très intéressant tout simplement pour parasiter certaines transmissions qui peuvent avoir lieu à un certain moment. On a également après toutes les attaques au niveau de la couche 2. Donc la couche 2, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la couche liaison. On a l'adresse MAC physique et l'adresse MAC logique. Donc c'est vraiment le lien entre les deux. L'adresse MAC, c'est une suite de caractères hexadécimales qui va faire le lien entre un objet physique et un objet électronique. Et donc la première attaque qu'on puisse avoir, c'est de l'usurpation d'adresse MAC. C'est-à-dire qu'une personne va changer son adresse MAC pour se faire passer pour une autre personne et ainsi usurper son identité et accéder à certains nœuds du réseau auxquels elle n'est pas censée accéder. On a ensuite les attaques par empoisonnement ARP. On a une table ARP dans l'ordinateur, donc c'est l'adresse résolution de protocole, qui permet de faire le lien entre une adresse IP et une adresse MAC, donc entre une adresse IP et un ordinateur en question, et une carte réseau en question pour être plus exact. Cette table ARP, elle a une certaine limite en termes de taille. Si jamais on lui envoie trop de données en lui disant cette adresse-là, elle correspond à cette adresse-là, donc cette adresse ARP correspond à cette adresse IP, on va avoir un débordement au bout d'un certain moment. Et donc on va pouvoir réécrire la table comme ça. Et c'est souvent ce qui est utilisé dans l'attaque de l'homme du milieu, de man in the middle, c'est-à-dire qu'on va faire déborder la table ARP de la victime et on va lui dire que la nouvelle adresse IP de la passerelle est adressée à une nouvelle adresse MAC et donc le trafic n'est plus censé être envoyé à cette adresse MAC là, mais à une autre adresse, souvent celle de l'attaquant qui va récupérer le trafic et qui va faire le passe-plat avec la passerelle et ainsi de suite dans l'autre sens. On a également des attaques par inondation MAC. Donc c'est un attaquant qui va envoyer un grand nombre de trames Ethernet sur le réseau pour épuiser les tables MAC de l'ensemble des commutateurs, donc ce qu'on va appeler des switches, et donc ils vont fonctionner en mode passe-plat et pareil, ils vont redistribuer l'information à l'ensemble des personnes, alors qu'ils sont censés normalement
les router aux bonnes personnes en fonction du commutateur. On a enfin les attaques de la couche réseau, donc les attaques de couche 3. On a les attaques les plus basiques, donc de déni de service, où par exemple on va saturer un routeur pour le rendre totalement indisponible et qu'il ne puisse plus desservir un service de manière complète. Par exemple, ça m'est arrivé, sans vouloir le faire exprès, d'être dans une entreprise, de lancer un scanner de vulnérabilité sur un grand nombre d'hôtes du réseau, d'avoir un ordinateur qui soit assez puissant et en fait de faire saturer le switch et d'écrouler le switch de l'étage complet. C'est-à-dire que toutes les personnes à l'étage qui travaillaient à côté de moi n'étaient plus en capacité de travailler parce que j'avais fait saturer directement le switch. Ça peut arriver assez régulièrement. Dans les effets de bord qu'on peut retrouver avec les scanners de vulnérabilité, on a également aussi tout ce qui est imprimante. Les imprimantes, très régulièrement, elles ont une petite mémoire. Lorsqu'on leur envoie trop de données, elles se mettent à saturer et elles se mettent à imprimer beaucoup de pages et souvent des pages qui sont remplies d'encre noire. Donc faites très attention quand vous utilisez des outils qui sont un peu puissants, vous avez un ordinateur qui est un peu puissant, vous pouvez vous retrouver à saturer certaines connexions. On a bien sûr l'équivalent de manière distribuée avec plein de dispositifs compromis qui vont inonder un seul et même trafic, un seul et même hôte qui va être vulnérable. Et après, on va avoir ce qu'on appelle des attaques par fragmentation malveillante. C'est-à-dire que des personnes vont avoir besoin de contourner certaines règles de sécurité, certains filtrages réseau. Et pour ça, elles vont fragmenter les paquets en petits morceaux pour qu'on n'ait pas la détection qui soit faite du trafic qui soit malveillant. On va pouvoir par exemple utiliser aussi certains protocoles pour exfiltrer de la donnée. Dans le protocole DNS, on a un champ data dans lequel on peut mettre de la donnée qui va être exfiltrée. Dans la partie ICMP, on a également un champ data dans lequel on peut exfiltrer des données. Et après, on peut utiliser aussi cette fragmentation pour passer à travers des pare-feux qui vont filtrer un certain type de contenu. On peut utiliser pour forger également ses propres requêtes pour arriver à attaquer de l'industriel. Donc on a différentes couches qu'on va pouvoir attaquer en fonction de ce qu'on va pouvoir faire. Bien sûr, sur la couche réseau, on a aussi toutes les attaques IPv4, IPv6. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont vulnérables à l'IPv6 parce qu'ils n'ont jamais fait vraiment la migration. Ils sont encore sur l'IPv4 et donc toute la partie IPv6 est encore non configurée et donc exploitable. Et certaines personnes ont gardé un IPv4 pour certaines machines, mais qui sont encore très mal configurées, qu'on va pouvoir exploiter aussi de différentes manières. On a bien sûr tous les protocoles réseau aussi qui peuvent être vulnérables. Régulièrement, j'ai été dans des hôpitaux pour faire des audits de sécurité et certains appareils médicaux ne supportent que le web par exemple. Le web qui est un protocole basé sur le RC4, qui est un algorithme qui est vulnérable et donc qui est craquable. C'est-à-dire qu'une personne qui passait, s'il y avait assez de données, et même en essayant de stimuler un peu le point d'accès, pouvait arriver à récupérer la clé et potentiellement endommager le matériel médical et avoir un impact direct sur les patients. Donc finalement, on voit que ces attaques réseau, elles ont un impact direct en fait sur des personnes et donc il faut absolument apprendre à s'en protéger. Et je pense qu'on fera peut-être une vidéo dédiée sur la protection des attaques réseau. Mettez tout de suite un pouce bleu et pensez à vous abonner. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà pratiqué certaines de ces attaques et si vous en utilisez d'autres. Passez une bonne soirée, à la prochaine.